Bonjour à tous, merci d'être présent. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous pouvez bien m'entendre, si vous me voyez, et si vous voyez également l'écran qui apparaît, s'il vous plaît. Super, parfait. Alors, du coup, vous êtes ici pour un webinaire avec Werner qui vous parlera de l'interaction de Google Analytics. Et juste avant ça, je vais faire un petit point en attendant que tout le monde arrive. Donc, tout d'abord, merci d'être présent. Et je m'appelle Antoine, je travaille dans l'équipe Community chez Malte. Je suis en charge de l'accompagnement et de l'animation de la communauté freelance, spécialement à Lyon, mais aussi un peu partout en France. Et du coup, Malte, on met en lien les entreprises et les freelances. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir créer des missions. Et mon objectif à moi, c'est d'essayer d'animer un peu la communauté freelance avec, par exemple, des webinars, des Malte Academy, mais également des événements où on se rencontre avec les freelances pour échanger. Donc, je vais laisser la parole à Werner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Mais avant ça, je vous demanderai de mettre dans le chat, s'il vous plaît, ce que vous faites en travail, donc votre titre de poste, par exemple, et quel outil vous utilisez pour les statistiques analytiques, s'il vous plaît. Donc voilà, je laisse la parole à Werner. Merci Antoine, je vais laisser quelques secondes pour répondre. Ça va m'aider pour la suite. Ok, merci pour vos réponses. Et bien donc, je me présente, Werner Klinger. Et avant de commencer, je vais vous donner une brève présentation de qui je suis et d'où je viens. Ça vous aidera à comprendre comment j'ai conçu cette présentation. Mon activité, elle consiste à apporter à mes clients l'expertise technique qu'ils n'ont pas en interne. Et mes clients, ils appartiennent à tous les secteurs d'activité, que ce soit des TPE ou des PME. Ça va de l'agence web jusqu'à l'industriel, en passant par des associations. Et mes principaux domaines d'expertise, ce sont l'emailing, le développement web pour le e-commerce et bien sûr le RGPD. Pour en arriver là, sans remonter trop loin en arrière, j'ai travaillé comme ingénieur télécom chez HP pendant une dizaine d'années. Et puis, ça fait maintenant 17 ans que j'ai créé mon entreprise de conseil et de direction de projet. Il y a 5 ans, j'ai décidé de concevoir une démarche RGPD alternative basée sur les méthodes de gestion des risques, démarche que j'ai d'ailleurs exposée ici il y a quelques temps. Et le sujet du jour est à la croisée de ces chemins, marketing, données personnelles et développement web. Mon objectif pour cette présentation de 30 minutes, c'est qu'à l'issue de la conférence, du webinaire, vous ayez compris ce qui se passe autour de Google Analytics et quels sont les enjeux. Et qu'avec cette vue d'ensemble, vous puissiez faire les bons choix. En première partie, je vais vous proposer un petit quiz pour poser le cadre et se poser les bonnes questions. Dans un second temps, je vous donnerai des éléments de contexte, avec notamment le cadre légal et comment on est arrivé à la situation qui nous réunit aujourd'hui. En troisième partie, je détaillerai la décision de la CNIL et ce que l'on peut en tirer comme conclusion en ce qui nous concerne. En quatrième partie, j'aborderai les différentes options qui s'offrent à vous pour continuer à disposer de statistiques, voire continuer à utiliser Google Analytics. Et enfin, il devrait nous rester un bon quart d'heure pour répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions, d'ailleurs, je vous invite à utiliser, pour poser vos questions, je vous invite à utiliser le formulaire qui est dédié à ça pour discuter le chat, notamment pour répondre aux questions du quiz. Et pour poser vos questions, bien utiliser l'onglet questions, le bouton questions. Et si vous avez une question, la question que vous voulez poser est déjà mentionnée, je vous invite plutôt qu'à la reposer à bien voter pour la faire monter dans la liste. Je commencerai par les questions qui ont le plus de points. Comme ça, je répondrai au plus grand nombre. Si vous regardez ce webinaire en replay, un petit avertissement, le sujet que je vais aborder aujourd'hui évolue très vite. Le contenu a été mis à jour à la date du 30 mars 2022. Plus vous regardez ce replay tardivement, plus il est probable que les choses aient changé. Je vous invite à vous inscrire à la liste que je vais mentionner plus loin pour être sûr d'avoir les dernières informations. Ce petit warning étant fait, je vous propose donc de commencer par un petit quiz afin de clarifier certains points. Pour chacune des questions suivantes, vous allez pouvoir répondre par mytho si c'est faux pour vous, ou par info si vous pensez que c'est vrai.
Et pas d'inquiétude, c'est un jeu, les autres participants ne savent pas qui vous êtes, donc vous pouvez répondre en toute liberté. Première question. Je peux collecter certaines statistiques et utiliser certains cookies sans demander le consentement de l'internaute. Est-ce que c'est du mytho ou est-ce que c'est de l'info? Je vous laisse répondre. On n'a pas d'outil de chat, donc on va... de stats, pardon, de sondage. Donc on va faire comme ça, on va essayer de faire des stats. Ok, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Eh bien, je vais vous surprendre, mais si on peut collecter certaines statistiques et même utiliser certains cookies sans demander le consentement de l'internaute. Et vous aurez tous les détails dans les lignes directrices de la CNIL qui définissent ce cadre, dans quel cadre on peut avoir ces exceptions. Et sinon, vous pouvez aussi regarder le replay de mon webinaire sur ce sujet que vous trouverez sur mon site neodiffusion.fr. Deuxième question. Est-ce que pour me passer du consentement des cookies, il me suffit d'utiliser une solution listée sur le site de la CNIL? Mytho ou info? Vous savez peut-être que sur le site de la CNIL, il y a une liste d'outils de stats approuvés entre guillemets par la CNIL. Est-ce que pour me passer du consentement cookie, puisque j'ai dit que c'était possible, il me suffit d'utiliser une solution listée sur le site? Et là, mytho ou info, je vous perds un peu, mais pour le moment, vous êtes plutôt bien, plutôt bon, bravo. Et effectivement, ce n'est pas suffisant. La liste d'outils sur la CNIL, le site de la CNIL, pardon, est strictement indicatif d'abord. Et deuxièmement, elle précise bien, et là je vous ai fait un bout de copie d'écran, que pour pouvoir bénéficier de l'exemption du consentement lié au traceur, il faut non seulement, enfin il faut surtout configurer l'outil conformément aux réglages qui sont dans la documentation. Donc en fait, ce n'est pas une liste d'outils approuvés, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est une liste d'outils avec des configurations qui, quand on les met ensemble, sont validées par la CNIL. Et vous pouvez très bien arriver à un cas d'exemption sur un outil qui n'est pas listé, ou en utilisant un de ces outils, si vous le configurez mal, vous pouvez vous retrouver en dehors du champ d'exemption. Donc la liste d'outils sur le site de la CNIL n'est pas une liste de sites qui exempte, et il n'y a pas d'outil qui exempte du consentement, si je dois le reformuler autrement. Troisième question, le RGPD m'interdit d'utiliser un fournisseur ou un sous-traitant américain pour traiter des données à caractère personnel. Mytho ou info? Alors, je vous laisse. Et j'aime bien les réponses que je vois. Est-ce que j'ai le droit? Ce serait énorme hein, si on n'avait pas le droit de confier les données personnelles à des prestataires américains. On était bien parti avec une majorité d'infos. Là, maintenant, le mytho prend le dessus. Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai, on va voir pourquoi et dans quel contexte. Mais en gros, si on doit résumer, c'est vrai parce que je ne suis pas en mesure d'empêcher les autorités américaines d'accéder aux données, et ce, où qu'elles soient, même si elles sont en France, même avec des clauses contractuelles type, même avec des BCR. Je peux mettre tous les contrats que je veux. Les autorités américaines seront toujours plus fortes. Et donc, elles pourront toujours exiger d'accéder aux données. Et c'est un peu le fond du problème. Mais je vais revenir là-dessus. Dernière question du quiz. Le problème que l'on évoque aujourd'hui ne concerne que Google Analytics. Je peux continuer à utiliser Google Tag Manager sans crainte. Alors, mytho ou info? Et on a une majorité de mytho et bravo, c'est faux. On va voir que le problème est exactement le même. Et on va voir pourquoi tout de suite. Et pour comprendre justement où on en est, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé, comment on en est arrivé là aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de vous donner un peu de contexte. Donc, je vais vous donner un peu de contexte sur qu'est-ce qui encadre l'utilisation de Google Analytics, et en fait, toute solution d'analytics d'ailleurs, elle est encadrée par deux aspects. Tout d'abord, le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est entré en application le 25 mai 2018. C'est un règlement qui a permis d'uniformiser la protection des données personnelles au sein de l'Union européenne. Et il encadre notamment le transfert des traitements et des données en dehors de l'Union européenne, pour garantir que les individus auront une protection au moins équivalente au RGPD dans ce pays tiers. Je ne vais pas revenir ici sur ce qu'implique le RGPD. Si vous n'avez pas assisté à ma précédente conférence sur le sujet,
Encore une fois, il y a un replay qui est disponible et on va vous mettre le lien dans le chat si sous peu. Et il y est déjà, c'est formidable. Merci Antoine. Et il y a un autre aspect, donc on a le RGPD d'un côté qui encadre l'utilisation des statistiques, et il y a un autre aspect qui est les directives liées au consentement, les directives cookies, les directives traceurs, qui ont été formulées au niveau européen en mai 2020 et qui ont été adaptées en France fin d'année 2020. Et donc, c'est celle auquel d'ailleurs je faisais référence tout à l'heure. Là aussi, il y a un replay. Vous avez compris, c'est sur mon site, c'est facile. Mais retenez, il y a une chose à faire, une seule chose à retenir, c'est que ces règles en matière de cookies sont par-dessus les règles au niveau RGPD. Donc, en fait, on a d'un côté le RGPD et on rajoute par-dessus, enfin pas d'un côté, on rajoute par-dessus les règles cookies. Une fois qu'on avait ingurgité ces deux webinaires en replay, eh bien, c'était clair, on savait à quoi s'en tenir et tout allait bien jusqu'à ce que la Cour de justice européenne invalide le Privacy Shield. Et ça, c'était toujours dans la même année. Et donc, depuis ce moment-là, il s'est passé un truc. Ce truc, il a même un nom, ça s'appelle l'arrêt Schrems 2, du nom du président de l'association NOIB, Max Schrems, qui a déposé une plainte auprès de la Cour de justice européenne. L'argument de la plainte qui a été retenu par la Cour de justice, c'est que la législation américaine permet aux autorités américaines d'obtenir les données personnelles de n'importe qui, où qu'il soit sur la planète, à partir du moment où ces données sont traitées par une entreprise américaine. Donc, même si les données sont sur le territoire français, les autorités américaines ont le droit de piocher dedans et voir, ils ont même accès, ils peuvent brancher un tuyau et siphonner les métadonnées sans même demander l'autorisation. Pour les données personnelles elles-mêmes, ils ont besoin d'une autorisation d'un juge ou une autre démarche. Mais n'empêche, ça a été jugé suffisamment important, créer un déséquilibre trop important et une trop grosse différence avec la réglementation européenne autour de la protection des données pour que la Cour de justice européenne ait décidé que on ne pouvait pas considérer que le transfert de données ou de traitement de données vers une entreprise américaine soit conforme. Et on pourrait se dire, et on lit d'ailleurs, qu'il est possible avec des clauses contractuelles type ou des BCR, dont il est possible de encadrer et de limiter le risque. Mais en fait, c'est un peu un jeu de dupes, parce que qui peut prétendre à travers un contrat empêcher les services américains de faire ce que la loi les autorise à faire? C'est impossible. Donc en pratique, même si la Cour de justice n'a pas dit il est totalement interdit de transférer des données vers les États-Unis, elle a dit il faut mettre des précautions, prendre des précautions supplémentaires pour garantir un niveau de sécurité équivalent au niveau européen, ce qu'on ne sait aujourd'hui pas faire. Alors on pourrait se dire, super, il y a une news qui est tombée la semaine dernière, où on a vu l'annonce d'un projet d'accord, enfin, un accord de principe même, un accord de principe, sur le fait qu'il y a un nouveau cadre juridique qui va pouvoir permettre les transferts de données vers les USA. Alors c'est chouette, sauf que c'est un accord de principe, c'est un communiqué de presse, qu'aujourd'hui il n'y a aucun texte qui ont émergé, qui va certainement se passer des mois avant qu'un texte soit vraiment rédigé. Une fois qu'il sera rédigé, il faut qu'il soit validé. Et une fois qu'il sera validé, il faudrait qu'il y ait une décision d'adéquation pour dire OK, on peut transférer les données dans le cadre de ce texte. Et honnêtement, on ne voit pas bien les États-Unis renoncer à leur droit de fouiller les données personnelles partout où qu'elles soient dans le monde de toutes les entreprises américaines. Donc, du coup, on ne voit pas bien comment ce deuxième Privacy Shield ne va pas se faire retoquer s'il devait y avoir une nouvelle plainte de la part de NOIB qui ne manquera pas d'arriver si ce nouveau cadre arrivait. Donc, n'ayez pas trop d'espoir de ce côté-là. Si maintenant, une fois ce contexte posé, je vais pouvoir exposer la décision de la CNIL. Elle aussi fait suite à une plainte déposée par NOIB, l'association de Max Schrems. Donc, ils l'ont posée, cette plainte, dès août 2020, donc un mois après le verdict.
Et en fait, l'association a déposé 101 plaintes dans 30 pays de l'Union européenne. Et à ma connaissance, cette décision de la CNIL n'est que la 3e plainte traitée. Donc ça veut dire qu'il en reste théoriquement encore 98 à tomber. Et comme il s'agissait d'une plainte sur un cas précis, la décision ne concerne que le e-commerçant contre lequel l'association a porté plainte. En réalité, ils avaient porté plainte contre 3 e-commerçants français. Il y en a un qui a été l'objet de la décision. Entre-temps, la CNIL a indiqué qu'elle avait envoyé la même mise en demeure aux 2 autres. Donc, il y a 3 e-commerçants qui sont concernés. Si vous voulez, vous pourrez trouver de qui il s'agit assez facilement. Et pour résumer cette décision de la CNIL, tout d'abord, elle balaie d'un revers de manche tous les arguments qu'on avance depuis 2 ans concernant justement les mesures de sécurisation pour permettre, autoriser les transferts de données vers les États-Unis. Elle relève notamment, et ça c'est important d'avoir en tête, que le seul fait d'appeler un script de tracking sur les serveurs de Google fait fuiter l'adresse IP de l'internaute. Et donc c'est là que commence le transfert de données, puisque l'adresse IP est considérée comme une donnée à caractère personnel. Et avec cette adresse IP qui se trouve sur les serveurs de Google, elle permet aux services de renseignement américains de tracer le parcours d'un internaute, surtout si on le couple, notamment avec le couple user agent du navigateur. Et on prend l'adresse IP, le user agent, on les met ensemble et on arrive à quelque chose qui est relativement unique. Il y a aussi de la littérature là-dessus. Il y a même un site web qui vous permet de voir à quel point votre signature est si peu discriminante. Pardon, et si discriminante. Et puis rappelez-vous que Google Analytics est présent sur tous les sites web ou presque. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a accès aux statistiques de Google Analytics, même pas aux statistiques, juste aux logs de Google Analytics, en fait, peut tracer un individu, effectivement, un peu partout dans tout son parcours sur le web. Circonstance aggravante pour cet e-commerçant, c'est le fait qu'il utilisait des outils de suivi de performance marketing intégrés à Google Analytics, avec notamment la suivi de l'e-commerce avec les remontées de panier. Donc, avec cette fonctionnalité, on peut faire remonter le panier, on peut faire remonter le numéro de la commande et on peut même faire remonter le numéro de client de l'utilisateur lorsqu'il est connecté. Et donc, on voit bien que là, on n'est absolument pas en présence de données anonymes et en plus, on sait vraiment remonter à la personne très facilement. Et cette décision de la CNIL n'est pas isolée, hein, puisqu'en décembre dernier, l'autorité autrichienne avait pris une décision similaire. Et puis plus récemment, en janvier, le tribunal de Munich est allé plus loin, puisqu'il a carrément interdit d'utiliser Google Fonts pour le même motif. L'utilisation des fontes hébergées sur les serveurs de Google font fuiter l'adresse IP de l'internaute à son insu, et sans que le transfert de cette adresse IP, et donc de ces données personnelles vers un fournisseur américain, ne soit encadré. Pour revenir à la décision de la CNIL rendue en février dernier, si on regarde en détail les reproches qu'ils font à ce e-commerçant, premièrement, ils reprochent de ne pas apporter de garantie contre le Cloud Act ou FISA, donc contre l'examen par les autorités américaines de la demande d'accès à tous les logs et toutes les données qui peuvent se trouver chez cet hébergeur. Deuxième reproche, les données ne sont pas anonymes, donc puisqu'elles ne sont pas anonymes, on est en présence de données à caractère personnel, donc éligibles au RGPD, et c'est un point également important. Et puis, troisième point qui nous donnera une piste par la suite, c'est le fait que toute cette collecte et cet export de données s'est produit sans l'autorisation de l'internaute. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné de consentement explicite à ce que l'on puisse transférer ces données vers un pays qui apporte des garanties moindres. Et ces trois reproches vont être mon fil conducteur pour explorer les pistes de solutions. Si vous avez envie de lire le détail de la décision, elle est librement disponible. Hein, vous la retrouverez facilement sur Légifrance ou peut-être même sur le site de la CNIL. J'arrive à la dernière partie de cette présentation. Avant d'attaquer, je voudrais juste insister sur le fait qu'à ce stade, ce ne sont que des pistes. Si vous suivez une de ces pistes, il faudra bien vous assurer de prendre en compte tous les aspects RGPD, tous les aspects cookies. Et je vous renvoie encore une fois à mes webinaires si vous ne le savez pas, mais sinon il y a plein de littérature là-dessus, vous trouvez des informations sur le site de la CNIL notamment. Si je commence avec Google Analytics, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui,
première question, avec le prisme de la décision de la CNIL, est-ce que je peux mettre des données à caractère personnel dans Google Analytics? Si on écoute la décision de la CNIL, la réponse est non. OK. Donc, première hypothèse, pas de données à caractère personnel. Toujours sur le même, on applique le même raisonnement. Est-ce que je peux utiliser Google Analytics avec GTM, Google Tag Manager? On a vu que si le souci, c'est que l'adresse IP fuite, dans ce cas-là, on ne peut pas non plus utiliser GTM. Bien, la question, est-ce que je peux continuer à utiliser Google Analytics 3, ou Universal Analytics? Et la question, la réponse va être non, mais pour deux raisons. La première, c'est que Google a dit, on va améliorer Google Analytics pour être le plus conforme possible, pour que la CNIL ne rende pas de nouvelles décisions de ce type-là, mais on va le faire que sur GA4, Google Analytics 4. Et puis la deuxième raison, c'est l'annonce qui est tombée au milieu du mois dernier de Google, qui a annoncé la date de fin de vie et de la fin de fonctionnement de Google Analytics 3, qui est fin juin 2023. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de miser sur GA3, puisqu'il est en fin de vie. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Google Analytics 4? On a dit que déjà, il fallait partir sur des données anonymes. Donc, ça veut dire, si j'ai des données anonymes, il n'y a aucun moyen de retrouver la personne de manière directe ou indirecte. Donc, je n'ai pas d'ID client dedans. Je n'ai pas de e-commerce avec les remontées des paniers, parce que si le panier il est suffisamment spécifique, il suffit de retrouver le client qui avait exactement ces articles-là dans le panier, avec ces quantités-là, et en fait, je sais remonter avec le client, donc je n'ai plus des données anonymes. Évidemment, la fonction e-commerce qui fait remonter le numéro de client ou le numéro de la commande dans Analytics, c'est également interdit. Donc, on est vraiment sur des statistiques anonymes, basiques, mais il reste toujours un problème, c'est que si on appelle les scripts de Google, on fait de nouveau fuiter l'adresse IP, donc ça ne suffira pas. On pourrait, par contre, si on utilise l'option server-side, c'est-à-dire que c'est notre serveur, notre adresse IP qui va aller rajouter, pinguer le serveur de Google pour lui dire « Enregistre-moi une nouvelle stat avec telle caractéristique, page naviguer, les UTM éventuellement. » Dans ce cas-là, on pourrait se dire « Eh bien, finalement, j'ai coché toutes les cases de ce que la CNIL reprochait à ce e-commerçant. » Donc, si je résume la situation avec Google Analytics, si on voulait continuer à utiliser Google Analytics, déjà, on partirait plutôt sur GA4. Ensuite, on y va avec des statistiques anonymes. Et on n'appelle pas le script sur les serveurs de Google, mais on les appelle depuis un proxy ou depuis en mode server-side. Et en fait, cette situation-là, je l'ai décrite pour Google Analytics, mais elle est valable pour toutes les solutions américaines. Donc, vous pouvez le décliner si vous avez des statistiques Adobe ou autres, c'est le même combat, ou si vous utilisez une solution SaaS qui repose sur un hébergement américain, voilà. Même topo. Aujourd'hui, la principale approche sûre, c'est celle-là si vraiment vous voulez continuer à utiliser votre solution qui dépend des États-Unis. On peut toutefois envisager une voie alternative pour exploiter des statistiques non anonymes sur un environnement américain. Ça va être d'utiliser le consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on va prévenir les internautes du risque que l'on fait prendre à leurs données et obtenir leur consentement dans le sens de l'article 49.1a. Si vous voulez le détailler, vous irez voir dans le RGPD qui est disponible sur le site de la CNIL. Alors, autant vous prévenir, cette option, elle fait débat. Certains disent que même si l'information est claire, même si le consentement est éclairé, on ne peut quand même pas s'appuyer dessus parce qu'il y a différents arguments. Moi, ma position est un peu différente. C'est puisque la CNIL a rejeté ou a évoqué cette piste et a simplement constaté que le e-commerçant ne recueillait pas un consentement éclairé dans ce sens-là, c'est qu'elle considère, ou en tout cas qu'elle n'invalide pas cette piste.
Donc, ça voudrait dire, si je préviens et j'obtiens de l'internaute son consentement à ce que ces données soient traitées par les Américains avec toutes les conséquences qu'on lui a expliquées, eh bien, on peut continuer. Et puis, si on est dans des statistiques non anonymes, on est forcément soumis au consentement de déposer des traceurs, qui est un autre sujet. Vous voyez que ce n'est pas le même consentement. Donc, il va falloir obtenir un second consentement qui va être lié au fait de poser un traceur, d'utiliser un traceur. Et là, eh bien, on pourra prétendre à utiliser une solution américaine, enfin en tout cas qui a des dépendances américaines, avec des données à caractère personnel. Ça, c'est une voie théorique. Aujourd'hui, je ne connais personne qui l'a exploré, mais il n'y a aucune raison de ne pas l'envisager. Si maintenant on cherche une alternative qui ne soit pas américaine, eh bien l'autre piste, c'est de prendre une solution open source ou du commerce que l'on va héberger soi-même sur ses serveurs ou sur des serveurs loués. Alors, ça a l'air simple, mais en réalité, ça implique plein de choses. Enfin, ça implique au moins deux choses. Tout d'abord, il faut choisir un hébergeur qui n'est pas soumis à la législation américaine, ni lui, ni ses sous-traitants. Et je vous garantis que ce n'est pas si simple que ça. Donc, ça va limiter quand même la liste. Mais il y en a quand même pas mal en France et encore plus dans l'Union européenne. Donc, on peut en trouver. Il ne faut simplement pas se focaliser sur l'hébergeur lui-même, mais aussi regarder tous ses sous-traitants. Et puis, si vous avez creusé un peu le sujet RGPD, vous savez que de toute façon, à partir du moment où vous utilisez un hébergeur, vous êtes obligé de creuser la question de la sous-traitance ultérieure. Et puis, puisqu'on est en train de dire qu'il faut l'héberger sur ses propres serveurs, il faut disposer des compétences techniques pour installer les scripts, les configurer et surtout assurer la maintenance du logiciel. Ceci dit, c'est une super opportunité pour tous les professionnels qui sont peut-être ici et qui se disent tiens, est-ce que je ne proposerai pas ma solution Analytics basée sur une solution open source comme Matomo ou Plausible, pour en citer que deux, et je propose mon service. Et donc, tout le service d'infogérance, c'est un service supplémentaire que je propose. Au lieu de proposer juste de l'infogérance, par exemple, de WordPress, eh bien, je propose de l'infogérance de statistiques et Matomo. Pourquoi pas? C'est une super opportunité, à mon sens. Une dernière piste plus réaliste, ou du moins plus accessible au plus grand nombre, c'est de sélectionner un autre fournisseur d'analytics qui soit, lui, dans l'Union européenne et qui n'ait pas de sous-traitant américain. Forcément, il y en a moins, mais il en reste. Je vous en ai mis 4 pour un peu de diversité. Vous verrez que je n'ai pas mis Matomo Cloud, parce que, petite blague, il s'appuie sur un hébergeur qui s'appelle Amazon Web Services. Bien que Amazon Web Services Nouvelle-Zélande, mais ça reste une entreprise américaine. Donc, je ne vois pas comment on peut s'en sortir avec ça. Donc, certains ont une offre gratuite d'entrée, avec quelques milliers ou dizaines de milliers de visites par mois. D'autres démarrent à 9 €, comme Abla.io. Et voilà, vous savez, on arrive plutôt sur du payant, mais c'est normal, et on a un service. Et puis juste avant, j'ai dit, ça peut être l'occasion pour des prestataires de se lancer et d'offrir un service. Il n'y a rien de gratuit. À un moment donné, il y a bien une contrepartie à payer. La contrepartie avec Google, on la connaissait, hein, c'était devenu produit. Et si on veut vraiment s'éloigner de Google, Google Analytics, ne me demandez pas, enfin, je vais vous décevoir, je ne vais pas vous donner la meilleure alternative à Google Analytics. Pas que je ne veuille pas répondre, mais la réponse va dépendre de ce que vous utilisez dans Google Analytics. Est-ce que vous utilisez les événements? Est-ce que vous utilisez le e-commerce avancé? Est-ce que vous avez besoin de donner accès au compte à plusieurs personnes? En fonction de ces questions et de ces réponses, vous verrez que toutes les alternatives ne vont pas cocher les cases, et donc la liste va se réduire ou va se clarifier. Donc, autant de questions et autant de réponses différentes. Pour conclure, je dirais que ce qui se passe en ce moment autour de Google Analytics au niveau européen, c'est une source d'opportunité pour vous. D'abord, opportunité d'opter pour une solution Analytics américaine. Parce que vous l'avez vu, même si vous souhaitez poursuivre avec Google Analytics, de toute façon, vous avez été obligé de migrer vers GA4, qui change à peu près tout.
tout le monde, tous ceux qui se sont mis sur GA4 ont commencé par s'arracher la moitié des cheveux de la tête. Et il y en a encore qui se posent la question de où est-ce que je retrouve telle ou telle chose. Donc, migrer à GA4, c'est un sujet, ça demande de l'énergie. Donc, tant qu'à faire, si je dois dépenser de l'énergie, pourquoi est-ce que j'en profiterai pas pour valider, utiliser une autre solution qui soit non dépendante des États-Unis. C'est aussi une opportunité d'adopter une approche analytics moins intrusive. Et là, je prêche un peu pour ma paroisse de protection des données à caractère personnel. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, les internautes, ils en ont marre d'être fliqués au moindre clic, d'être targetés. En plus, honnêtement, la pub de retargeting qui vous affiche une paire de chaussures alors que ça fait déjà 3 mois que vous les avez au pied, ça sert à quoi, quoi. Et en plus, on a vu que les grands acteurs comme Apple, Google ou Facebook prennent des super mesures pour protéger la vie privée. Je mettrai des guillemets autour des super mesures. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de fermer l'écosystème pour qu'il n'y ait qu'eux qui aient accès aux statistiques et donc on dépense le budget marketing chez eux. Donc, pourquoi pas en profiter pour changer sa façon de faire du marketing? Pourquoi pas raisonner complètement autrement? Et je suis sûr qu'il y a des moyens d'innover dans ces domaines-là. Voilà pour ma conclusion. J'ai 2 petits appels à l'action pour vous. Un qui est gratuit. C'est si ce que je vous ai dit vous a inspiré, vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes, je vous demanderai, je vous invite à le dire sur LinkedIn. On va vous mettre le lien sur LinkedIn dans le chat. Et puis, pour ceux qui ont envie de prolonger la discussion, avant d'ouvrir les questions, pour prolonger la discussion, je vais ouvrir cet après-midi, mais vous pouvez déjà vous inscrire, une liste privée de discussion dans laquelle je pourrais partager les configurations que j'ai testées, parce qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de configurations possibles, les applications, éventuellement partager les remontées que vous ferez en direct. Vous avez mon adresse mail et je vous la remettrai dans le chat si vous l'avez, parce que je vois qu'elle ne s'affiche plus à l'écran. Et donc, cette liste privée, c'est juste un espace d'échange pour prolonger la discussion. Je vous laisse dire tout le bien que vous pensez de ce webinaire, ou pas d'ailleurs, sur le post LinkedIn. Et pendant ce temps, j'en profite pour prendre connaissance de vos questions et voir par lesquelles commencer. Alors, essayez de voter pour les questions, pour les faire remonter. Et puis, je vais attaquer avec... Alors, Raphaël, poser une question sur est-ce qu'il existe un équivalent européen? Je veux bien une précision de équivalent à quoi, parce que je ne sais plus où on en était à 13h18. Alors, est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce qu'on peut l'afficher? Antoine, est-ce que je peux afficher la question? Je pensais pouvoir le faire. Mais visiblement, elle ne s'affiche pas. Non, elle ne s'affiche pas. Alors, je vais la lire. Il y a une question qui est: est-ce que cela veut dire qu'il ne nous est plus possible d'utiliser les services cloud de Google, Amazon, Azure? C'est une super question. La réponse, elle est un peu flippante. La réponse est oui. Enfin, elle est presque oui. La réponse est: si vous ne savez pas garantir à vos clients, à vos utilisateurs, que vous protégerez les données personnelles des services secrets américains, qui font d'ailleurs pas que de l'espionnage de personnes, hein, ils font aussi de l'espionnage industriel, hein, ça a été démontré à plusieurs reprises. Oui, si vous ne savez pas protéger de ça, vous n'avez plus le droit depuis juillet 2020 d'utiliser une solution américaine.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des utilisateurs de Office 365, d'Azure, de Google Cloud, parce que ça y était déjà avant. Et donc, migrer toute une infrastructure comme ça d'un coup, il était illusoire de croire que entre le samedi et le lundi, tout le monde allait migrer. Par contre, la CNIL, interrogée à plusieurs reprises à ce sujet, a toujours une position claire. Hein. Elle a dit fin 2020, je comprends bien que vous ne puissiez ne pas être prêt. En 2021, elle a dit bah, écoutez, si je vous audite et que je vois que vous avez encore des services américains et que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas analysé les options que vous aviez pour en sortir, je vous alignerai. Je traduis, hein, c'est évidemment, ce n'était pas dit de manière aussi crue, mais en gros, c'était en substance, c'était ça. Et donc, en 2022, on voit que les menaces, entre guillemets, ont été mises à exécution, puisque un des trois griefs reprochés à ce e-commerçant, c'est bien d'avoir transmis des données à caractère personnel à un prestataire américain sans prendre des mesures de sécurité supplémentaires ou suffisantes. Et on a vu que de toute façon, on ne voit pas bien comment on peut mieux encadrer ça. Donc je disais, en théorie, oui, c'est fini, on ne peut plus utiliser, sauf si vous n'avez pas de données à caractère personnel sur ce cloud. Comment on peut faire ça? Par exemple, si le cloud sert à stocker des sauvegardes de données qui sont chiffrées et la clé de chiffrement n'est pas disponible de l'hébergeur. Si vous regardez les derniers échanges qu'il y a eu autour de Doctolib, vous verrez que c'est l'approche qui a été retenue. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a ou pas des données à caractère personnel, parce que le point clé du règlement général de la protection des données, c'est que ça encadre la protection des données personnelles. S'il n'y a pas de données à caractère personnel, il n'y a pas de RGPD, donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question. Donc la réponse, elle est à deux niveaux. C'est tout d'abord, si vous n'avez pas de données à caractère personnel, vous pouvez mettre des données dans les clouds américains, et sinon, eh bien, vous savez que vous êtes en train de jouer le funambule et que plus le temps passe et plus ça va être difficile de rester à l'équilibre sur la corde. Sauf si une super décision est prise, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On va regarder dans le chat s'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Hop. Alors, on me pose la question sur O2Switch. De mémoire, O2Switch fait partie des hébergeurs, mais je ne l'ai pas recreusé depuis longtemps, donc je vous invite à vous inscrire à la liste privée et à m'envoyer un mail si j'oublie d'en parler. Mais je peux regarder dans le détail, voir ce que ça donne, parce que le diable est dans le détail. Donc, dans les hébergeurs possibles, il peut y avoir celui-là. Je vais répondre à une autre question. Est-ce que cela signifie qu'il est illégal d'avoir recours à Google Fonts, appel via l'API? Alors, je ne vois pas ce qu'il y a derrière, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière la notion de appel via l'API, donc je vais répondre dans l'absolu. Si on utilise Google Fonts via les serveurs de Google, c'est-à-dire que les URL des fontes est sur les serveurs de Google, on va se retrouver avec la décision allemande qui dit c'est illégal. Et de toute façon, si on applique le principe de ce qu'a dit la CNIL, on est hors des clous. Si les Google Fonts, on les héberge sur son site ou on les héberge sur un hébergeur tiers qui est 100% dans l'Union européenne, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. De toute façon, pour plein d'autres raisons, c'est une bonne idée de stocker ces Google Fonts sur son hébergement propre. C'est un peu plus fastidieux, mais les deux gros avantages que je vois, c'est un, vous allez gagner en vitesse d'affichage, et deux, le jour où le serveur Google Fonts tombe en panne, votre site, il n'a pas un affichage complètement pété, parce que vos fontes, elles sont avec votre hébergement. Et pas pour rien, c'est déjà arrivé. Voilà, pour Google Fonts. Une question qui est quel risque encouru si je contreviens aux directives de la CNIL? C'est une super question, puisque vous avez vu que finalement, venant en tout cas de la CNIL, il faut être montré du doigt ou examiné par la CNIL pour choper une amende. Donc ça veut dire que si la CNIL ne vous regarde pas, ne vous voit pas, pas vu, pas pris.
Après, c'est donc une prise de risque. C'est votre prise de risque. Quand vous êtes pris, vous savez que ça peut vous coûter facile jusqu'à 20 millions d'euros d'amende, ou 4% de votre chiffre d'affaires si vous faites plus. Donc ça rentre dans la balance. Si en plus elle affiche votre nom dans cette décision, bonjour la honte. Si vous avez un peu de chance, ce sera une décision anonyme comme celle dont on parle aujourd'hui. Et la question suivante, c'est quel est le risque que la CNIL s'intéresse à mon cas. Dans l'absolu, il est faible, puisqu'il doit y avoir quelques milliers de contrôles par an, si je me base sur les dernières stats que j'avais lues. Après, ça va dépendre de votre contexte. Si il y a eu une fuite de données et que donc vous avez fait la déclaration, là, vous augmentez la probabilité qu'elle jette un œil à ce qui se passe sur votre site web de manière drastique. S'il y a eu des utilisateurs qui se sont plaints parce qu'ils n'ont pas aimé que vous ne gériez pas la désinscription à la newsletter et qui déposent une plainte auprès de la CNIL, vous augmentez la probabilité qu'elle examine votre situation. Donc, vous risquez, les risques en termes de sanctions, vous les connaissez, la probabilité, je pense que j'ai répondu également. Sinon, n'hésitez pas à me dire si je dois compléter. Je regarde l'heure et les questions, mais il nous reste encore un peu de temps. Partager on me demande si je peux partager une liste d'hébergeurs qui n'auraient pas de lien avec les US. Ça va être difficile parce qu'à chaque fois, ça bouge tout le temps. Vous pouvez partir déjà, et encore, sous réserve qu'il n'y ait rien à échanger, mais jusqu'à pas longtemps, on avait des online, des OVH, il me semble O2 Switch, mais il faudrait revérifier, et des Always Data aussi, que j'aime particulièrement. Et voilà, il y en a quand même pas mal, hein, y compris des hébergeurs qui proposent de l'API compatible AWS si vous étiez chez AWS. Donc, il y a quand même des options. Si je prendrai le temps, alors je ne vous garantis pas cette semaine, mais je prendrai le temps de vous envoyer dans la liste privée une petite liste. Mais il y en a quelques-uns. Donc, est-ce qu'il existe un équivalent européen? J'irai fouiller dans le chat, voir si ça a été clarifié. Une question de Lily. Si nous avertissons les utilisateurs que les données sont stockées aux États-Unis et que nous leur demandons leur consentement aux cookies, pouvons-nous continuer à utiliser GA théoriquement? Et donc, c'est bien le sens de l'une des pistes que j'ai données. Je vous mets le bémol. Aujourd'hui, personne n'a essayé, donc on ne sait pas si on se fait couper la main ou pas. Mais il y a tous les indicateurs, en tout cas moi, tels que je les interprète, disent que c'est possible, ne serait-ce que qu'en lisant la décision de la CNIL. Et entre rien faire et faire ça, il n'y a pas photo. Vous êtes 10 fois plus conforme ou 10 fois moins à risque en faisant ça. Et je pense qu'il y a des formulations possibles. J'ai essayé d'en mettre une justement sur la liste privée, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est possible. Donc oui, c'est l'idée, c'est que si vous voulez vraiment continuer à utiliser Google Analytics, vous avez finalement, si je résume ce que je vous ai dit dans la présentation, deux options. La première, vous arrivez à faire du 100% anonyme, donc minimum syndical en termes de données, pas de données personnelles, et vous utilisez un proxy pour utiliser le mode server-side pour ne pas faire fuiter l'adresse IP. Ou alors, vous obtenez le consentement, mais le consentement non pas aux cookies, enfin aussi aux cookies, mais surtout au fait que vous allez transférer les données vers un pays dans lequel l'espionnage des données, et vous ne pouvez rien faire contre et les personnes ne peuvent pas s'y opposer ni avoir aucun contrôle là-dessus. Alors, j'ai une autre question. J'imagine qu'une société européenne faisant du business aux États-Unis est soumise au Cloud Act. Est-il donc possible que les États-Unis accèdent à des données de sa société sur des Européens stockés en Europe? Oui, c'est le fond du sujet, c'est le fond du problème. C'est que le Cloud Act permet d'accéder aux données à caractère personnel de n'importe qui, n'importe où dans le monde, à partir du moment où elles sont gérées par une société américaine. Une super question qui est la CNIL laisse quel délai pour les modifications?
En général, il n'y a pas de règle absolue, mais si vous regardez les décisions que la CNIL prend, en général, elle laisse 30 jours pour rectifier le tir. Et donc, quand ça vous tombe dessus, je vous assure que 30 jours, c'est super court. Mais voilà, 30 jours, vous pouvez tenter de négocier. Mais globalement, c'est plutôt la réponse. Très bonne question, enfin, que je trouve très intéressante également de Christian à propos de un hébergeur suisse. Peut-on utiliser un hébergeur suisse, par exemple Infomaniac? Alors, la réponse courte, c'est oui, parce qu'il y a une décision d'adéquation avec la Suisse, donc qui dit que la législation suisse est au moins aussi protectrice pour les Européens que la législation de l'Union européenne, avec le bémol habituel que j'ai répété plusieurs fois ici. Il ne faut pas que votre hébergeur, par exemple Infomaniac, lui-même sous-traite à AWS ou autre, et donc stocke les données dans une société de droit américain, ou que Infomaniac ait été revendu et appartienne à une entreprise américaine, puisque c'est aussi un risque. Vous êtes peut-être arrivé d'avoir un prestataire de mail qui était 100% français et 100% conformé en RGPD, et puis tout d'un coup, il a été racheté par une entreprise américaine. Question sur GA4. Google prône l'anonymisation des données, affirme que dans GA4, les données sont anonymisées. Est-ce que GA4 serait une solution? Malheureusement, pour moi, 2 fois non. La première, c'est que, OK, Google dit qu'il va mettre des données, il va activer l'anonymisation par défaut, etc. Mais je vous rappelle que dans les termes et conditions de Google, de toute façon, théoriquement, vous ne devez pas avoir de données personnelles, il doit uniquement avoir des données anonymes dans Google Analytics, de toute façon. Mais c'est un peu un jeu de dupes, puisqu'à partir du moment où vous faites remonter le e-commerce dans Google Analytics, avec l'identifiant du panier, etc., tout le détail du panier, comme je l'ai dit, on n'est plus en présence de données anonymes, déjà c'est foutu. Si vous activez du retargeting, on pourra se poser des questions. Donc première raison. Et la deuxième, c'est à partir du moment où vous appelez les scripts de Google sur les serveurs de Google, il n'y a plus d'anonymat puisque l'adresse IP fuite vers les serveurs de Google. Donc si vous vouliez utiliser GA4 en toute sérénité, on revient au premier scénario que j'ai donné pour Google Analytics. De toute façon, Google Analytics, c'est GA4. Hein, si vous voulez continuer, c'est pas une GA3, c'est mort à partir de juin de cette année. Si vous n'avez pas démarré GA4, vous n'avez plus de statistiques pour comparer avec l'année prochaine dans un an. Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, si vous n'avez pas démarré GA4 d'ici 2 mois, en juin, c'est foutu, quoi. Vous n'aurez pas 12 mois d'historique dans votre GA4. Donc, si on veut faire des stats avec Google Analytics, c'est forcément GA4 à très court terme. Et si on veut le faire de manière anonyme, c'est avec les méthodes que j'ai développées. On est un peu à côté du sujet Analytics, mais je vais l'aborder quand même. J'ai parlé d'Office 365 et si je stocke mes données d'Office sur un cloud européen, je n'ai pas de souci avec ça. Alors, ça dépend. Si les données sont chez Office, enfin chez Microsoft, il y a le même souci parce que peu importe où sont les données, à partir du moment où c'est une société américaine, le Cloud Act s'applique. Par contre, si les données sont hébergées sur un exchange qui est hébergé par un prestataire 100% européen ou 100% conforme, il n'y a pas de souci à partir du moment où Microsoft n'a pas accès aux données qui se trouvent dans cet hébergement. Donc, sinon, c'est compliqué. Je vais remonter, juste vérifier que j'ai oublié personne, donc il n'y a pas une question qui soit remontée entre-temps, puisque j'ai classé par ordre. Il nous reste encore un peu de temps. Alors, une question de Marina qui dit « J'anime une formation web marketing, community manager, réseaux sociaux. Je me forme actuellement sur Google Analytics. Quelles sont les recommandations que je dois faire à mes élèves d'après vous? Dois-je recommander d'abandonner Google Analytics ?» Moi, je ne vais pas dire ça parce que je ne sais pas si on peut complètement s'en passer, pour plein de raisons, et c'est là aussi la force de Google Analytics.
Je dirais que l'approche la plus sûre, c'est de dire Google Analytics, aujourd'hui, c'est dangereux si vous n'avez pas des données 100% anonymes. Et puis, c'est peut-être aussi le moment d'explorer une des pistes que je donnais. Alors, je sais que ce n'est pas confortable, hein, parce que les étudiants, ils aiment bien les trucs, on clique, ça marche. Donc, forcément, brancher Ads à Analytics, ça prend 3 secondes, et après, on a les stats qui remontent dedans. C'est un confort incroyable, mais peut-être se dire, et comment est-ce qu'on peut faire autrement? C'est un peu la question de fin. Donc, peut-être qu'une piste, c'est d'explorer une autre solution alternative européenne et de la présenter et de dire si vous essayez ça. En fait, on pourrait prolonger. Hein, c'est Analytics, c'est la première question, c'est est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je l'utilise? J'ai fait un sondage sur des e-commerçants. Non, c'est pas vrai, c'était pas des e-commerçants, des titulaires de sites web qui n'étaient pas e-commerçants, justement. Et les 3/4 ne consultaient jamais leurs statistiques analytics. C'est moins vrai pour les e-commerçants, heureusement. Mais donc, si on ne les consulte pas, pourquoi les garder? Et pourquoi prendre un risque? J'ai ouvert la boîte de Pandore, puisque maintenant on me demande si ça touche aussi Gmail. Eh bien, doublement Gmail, parce que, bon, c'est pour la petite histoire, Gmail, si vous êtes dans la version gratuite, vous verrez que vous n'avez pas de contrat de sous-traitance article 28. Donc là, c'est du pur RGPD. Et donc, vous ne pouvez pas être conforme RGPD avec Gmail version gratuite, version courte. Après, il y a G Suite ou Workspace, ça change de nom tout le temps, qui lui propose un contrat de sous-traitance article 28. Et donc, oui, dans ce cas-là, vous avez de nouveau le problème de je ne peux pas garantir que de protéger les données contre l'intrusion des services américains. On en revient toujours à ce point-là. Alors, j'ai une autre question de Matt. Quid de brancher une solution correcte? Alors, je suppose qu'il veut dire conforme à 100%. Et GA4 en parallèle et de le débrancher Google Analytics s'il y a un souci dans le futur, sachant que Google va peut-être se conformer ensuite. Dans tous les cas, c'est un bon moyen de limiter les risques et d'expérimenter une autre solution, d'avoir du double ou voire triple tagging. Moi, avant ça, juste à cause du consentement, sur certains sites, j'avais activé Google Analytics en double tagging, un tagging en mode pas besoin de cookies et qui était vraiment minimaliste et uniquement des stats anonymes, et un autre tagging qui était avec une version toutes les options activées, e-commerce, etc. Donc c'est une bonne idée au moins pour gérer son risque. Et puis comme quelqu'un posait la question, quel est le délai qu'on donne la CNIL, au moins vous aurez juste à enlever les tags si on vous reproche quelque chose. Alors, est-ce que Matomo est à exclure en termes d'alternative selon moi? Non, Matomo n'est pas du tout à exclure, sauf si vous parlez de Matomo Cloud, puisque avec Matomo Cloud, il utilise un prestataire américain. Donc Matomo auto-hébergé ou hébergé par un tiers sur un hébergement conforme, aucun souci. C'est d'ailleurs probablement une des solutions, les alternatives les plus abouties. Il y a même un tag manager qui est intégré, il y a les événements qui fonctionnent. C'est du plug and play, enfin vous pouvez le remplacer, c'est conçu pour pouvoir être remplacé facilement à Google Analytics. Donc c'est probablement le meilleur choix, par contre pas en version Matomo Cloud. Ok, eh bien je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vais regarder dans le chat s'il reste des questions. Je crois que j'ai tout couvert. Alors je sais, hein, c'est pas une super nouvelle, mais quelque part il y a des choses qui ne sont pas non plus que vous devriez déjà avoir entendues par ailleurs.
J'ai cru voir arriver une nouvelle question. Est-ce que des solutions SaaS e-commerce telles que Shopify est donc à oublier? Alors, à oublier, je ne suis pas en train de dire ça. Vous faites quand vous voulez. Vous savez juste qu'à partir du moment où la solution utilise, même si elle est canadienne, comme quelqu'un l'a fait remarquer, elle utilise des hébergements américains. Donc à partir de là, le 100% conforme, vous n'arriverez pas à l'atteindre. Et c'est tout. Vous êtes informé et vous assumez le risque. Donc la question, c'est quel risque je fais prendre à mes internautes ou à mes clients? Le débat, il va être là. Je pense qu'on est arrivé au bout. Ça m'a l'air pas mal. Antoine, je te laisse reprendre la main. Yes. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Pas très fort. Ça va peut-être venir. Normalement, tout est bon de mon côté. Tu voulais faire un petit topo de fin? Bah, juste vous remercier tous d'avoir participé à cette Malta Academy et puis merci à toi Werner pour le sujet qui était très complet et je pense, vu le nombre de questions, on peut dire très intéressant. Je vous remercie tous et le replay sera disponible bientôt, mais pour une courte durée, comme l'a dit Werner, on ne souhaite pas l'étendre vu que plus ça va avancer, moins il sera potentiellement pertinent. Donc sur le site Malta Academy ou sur la chaîne YouTube. Et je vous remets les liens dans le chat que je vous avais mis. Hop, pour tout ce qui va concerner donc le post LinkedIn de Werner et également si vous souhaitez retrouver nos événements et le lien du replay du webinaire RGPD. Hop, je remets tout ça. Normalement, ça devrait partir, c'est bon. Hop là. Merci à tous et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle Malta Academy. Merci, bon après-midi, au revoir. Bon après-midi, au revoir.